Nous avons affaire à un gouvernement qui, dans sa quasi-totalité, ignore à peu près tout des phénomènes criminels. Ce sont des ovnis, ce sont des extraterrestres. Alors, ils passent d'une position à une autre. Vous parlez du gouvernement ou des phénomènes Non, je parle du gouvernement et de son ignorance à peu près absolue des phénomènes criminels comme ceux de Crépol ou d'à peu près partout ailleurs en France. Cela fait des années que des phénomènes analogues se produisent. Ça n'est pas nouveau. Des phénomènes analogues à Crépol se produisent depuis des années ? Bien sûr, bien entendu. Alors, on en parle peu pour une raison bien simple, c'est que, en réalité, en France, le nombre d'homicides a peu augmenté. Il n'a pas augmenté beaucoup du fait d'un génie particulier de quiconque dans les sphères officielles et dans les divers gouvernements qui se sont succédés à la direction de la France. Ce phénomène augmente peu du fait de l'instauration, à la fin des années 80 et des années 90, du SAMU et des SMUR, c'est-à-dire de la médecine d'urgence de rue. Au moment où on instaure les SAMU et les SMUR, quand quelqu'un est blessé gravement ou chez lui ou sur la voie publique, il a 7 chances sur 10 de mourir avant d'arriver à l'hôpital. Donc à l'époque, on a un nombre X de macabées dans la rue, si vous voulez. Et puis, après l'instauration du SAMU et du SMUR, quand le système est rodé, au bout d'une dizaine d'années, on tombe à 3 sur 10. Ce qui fait que entre 2000, si vous voulez, et 2023, le nombre est stable parce que le nombre de morts reste stable, mais que le nombre de blessés augmente. Mais ça, on ne le perçoit pas, l'augmentation du nombre de blessés. Si, à condition de faire les statistiques qui convient, c'est-à-dire de ne pas calculer uniquement les homicides, mais de calculer les homicides et les tentatives. C'est-à-dire, on a essayé de tuer quelqu'un et puis il est simplement blessé. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si on n'avait pas vu la mort de Thomas, on n'aurait pas porté plus attention que ça à ce qui s'est passé à Crépol ? Voilà, des actes comme Crépol, mais avec uniquement, entre guillemets, des blessés graves, il y en a tous les mois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est la tempête parfaite. Un gamin qui a une bouille sympathique, qui fait des activités que tout le monde aime bien, comme le rugby, et qui est tué. Alors, c'est naturellement totalement injuste. Je pense, moi, en tant que père de famille, c'est l'horreur absolue, quoi. Donc là, ça frappe. Et puis, l'erreur immense du gouvernement d'essayer de planquer qui a commis les actes en question, qui, naturellement, au bout de 3-4 jours, la cocotte minute explose, et le nom, le patronyme des individus, considérés comme étant impliqués dans l'affaire, lui éclate à la figure. Ce qui est pire que tout. Pourquoi ? Parce que c'est 2 poids 2 mesures. Comme l'a dit justement un syndicaliste policier, si c'était appelé Pierre-Henri ou Robert, on aurait su leur nom tout de suite. Pourquoi cacher ça ? C'est ça que la question que les gens se posent. Et puis, on sait ça depuis la disparition de l'Union soviétique. Quand on ne dit pas la vérité aux gens, les fantasmes qu'ils ont sont naturellement 10 fois pires. Alors, c'est l'info de notre confrère Louis Osalter qui, justement, a rapporté cette information. Les prénoms des suspects étaient connus, mais, semble-t-il, d'après l'information de Louis Osalter, il y avait la volonté de ne pas inquiéter l'opinion ou de ne pas provoquer de réactions négatives dans l'opinion. Donc c'était plutôt le phénomène inverse qui était à l'œuvre dans la décision qui, semble-t-il, a été prise, de ne pas les dévoiler. Penser une chose pareille est entièrement fou. Ça prouve la méconnaissance complète, la maladresse complète de ces gens qui nous gouvernent vis-à-vis de l'opinion. Évidemment, la première chose, quand on tue votre enfant, la première question, c'est pas de dire nous sommes tous impliqués, la morale générale, etc. C'est-à-dire qui a fait ça ? C'est ça la première question que n'importe quel père ou mère de famille en France, touché par l'affaire plus ou moins directement, a en tête. C'est évident. L'auteur présumé de l'attaque nie les faits. Est-ce qu'on ne bat pas trop vite en besogne en le désignant ? C'est toujours la même chose. À partir du moment où vous n'avez pas de caméra au-dessus de la tête, à partir du moment où personne n'a encore avoué, chacun dit ce qu'il veut. C'est pas moi, c'est l'autre. Dans les phénomènes de bande, c'est toujours la même chose. Et comme en France, il n'y a pas d'incrimination collective, ça se termine généralement par des verdicts en eau de boudin. Mais oui, mais il n'a pas avoué, mais l'autre n'a pas dit, mais ça peut pas être autre chose, etc. C'est ça. À l'heure actuelle, ce que cherchent les avocats, ils ont naturellement le droit d'être défendus. Tout le monde a le droit. Peut-être sont-ils, pour certains, innocents
innocents et ils sont pris de manière... Oui, parce que c'est un peu la grande confusion pour l'instant sur la nature même de l'attaque. Vous, quelle est l'analyse, d'après les informations qu'on recueille, d'après les premières déclarations et d'après votre expérience que vous faites des informations qu'on a sur cette attaque? Donc, on n'arrive pas bien à voir vraiment comment elle s'est passée. Alors, là aussi, c'est simple. Vous avez à Romans-sur-Isère une zone hors contrôle, comme il y en a quelques centaines en France. Par zone hors contrôle, j'entends un endroit où la police ou la gendarmerie ou la police n'intervient que de loin en loin pour des opérations coup de poing et qui, en temps ordinaire, est plus ou moins sous le contrôle des caïds du coin. Dans les quartiers en question, vous avez deux strates de gens qui accomplissent des actes un peu illicites. D'abord, vous avez une bande organisée qui tient le point de trafic de stupéfiants. Elle est régie par des règles criminelles. Il s'y passe quelque chose qui tient au crime organisé, c'est-à-dire plus de 3 individus partagent des responsabilités, partagent du butin. Et ça, c'est la bande du coin. La bande en question, le caïd interdit à ceux qui en font partie d'aller faire des zouaves, d'aller dans les balles de banlieue, de poignarder des gens, parce qu'ils peuvent attirer l'attention de la police sur le point de deal et donc nuire à sa rentabilité. Ça n'est pas à ce niveau-là que les choses se passent. Un cran en dessous, vous avez ceux qui rôdent autour. Alors c'est une espèce de meute. Les meutes en question, on les trouve dans des centaines de quartiers en France. Ils ne sont pas exactement dans la bande, mais ils essayent de se faire remarquer. Ils sont plus jeunes, ils essayent de se faire donner des petits jobs, etc. Et ces gens-là sont reliés les uns aux autres par des téléphones portables. Ce ne sont pas des bandes au sens où elles n'existent pas en permanence durablement comme celle qui tient le point de deal. Point de deal en argot des narcos s'appelle un four. Hein. Ceux qui tiennent le four, hein, voilà, c'est une chose. Et puis il y a ceux qui tournent autour, qui sont plus jeunes, à qui on donne 50 € pour aller faire une petite mission, etc. Et typiquement, c'est ceux-là qui ont agi. Parce que ceux-là, ils ne sont pas sous contrôle de la bande elle-même. Ils sont à volo. Ils sont en contact les uns avec les autres et comme ils sont très jeunes, ils peuvent être très dangereux. N'oubliez pas qu'en Afrique, les guerres d'enfants sont des guerres extrêmement sanglantes. Rien n'est plus dangereux qu'un enfant qu'on laisse tuer. Alors je vous propose justement sur ce sujet d'écouter la maire de Romans-sur-Isère qui s'est exprimée. On l'écoute, on y revient. Moi, si je me suis engagée politiquement sur cette collectivité, c'est pas pour baisser les bras. Donc, je veux vraiment qu'on trouve des solutions ensemble, quoi. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'à Romans-sur-Isère, il y a 2 France qui se font face à face ? Pas carrément. Je trouve que c'est un sentiment qu'on a au niveau national, c'est-à-dire qu'on retrouve très régulièrement les mêmes noms, les mêmes dispositions sur des jeunes qui jettent le trouble ou qui commettent des exactions. 2 questions par rapport à cette déclaration de la maire de Romans-sur-Isère. Avant de revenir sur ce qu'elle dit exactement, elle s'est exprimée également suite au rassemblement de militants d'ultra-droite ce week-end, alors que le préfet lui mettait, semblait-il, sur le même plan l'attaque de Crépol et la venue des militants d'ultra-droite. Elle a refusé de faire ce parallèle. Est-ce qu'elle a raison ? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas professeur de sciences politiques, je suis criminologue. Simplement, si des jeunes individus n'avaient pas éprouvé le besoin de se coaliser, de faire une espèce d'expédition punitive à la suite d'un acte qui méritait en tout cas pas la mort, quoi, comme de tirer les cheveux de quelqu'un ou de lui dire qu'il est mal coiffé ou quoi que ce soit, s'il n'y avait pas ce genre de petites brutes laissées en liberté dans un endroit, toutes les tirades actuelles sur la société violente de France face à face, etc., n'auraient pas lieu d'être. Ça n'est rien de tout ça. En réalité, c'est un problème basique de maintien de l'ordre. Dans un pays où le maintien de l'ordre est assuré, de tels événements ne se produisent pas. Et on n'a pas besoin de faire de la sociologie de bazar après ça pour expliquer que ceci ou que cela. La brave mère, elle est naturellement... Vous vous rendez compte de la situation dans laquelle elle se trouve ? Elle dit « je veux qu'on trouve des solutions ». Quelles sont les solutions ? Ah ben, c'est simple, ça s'appelle le maintien de l'ordre. Vous savez, c'est dans la réalité des choses... Pourquoi on n'y arrive pas ? Il faut demander à M. Darmanin, là. C'est lui qui est responsable de ces choses. Alors, je vais vous dire... votre analyse. Oui, bien entendu, mais moi, je vais vous répondre de mon point de vue. Il y a... C'est ce que je vous demande. C'est ce qu'on me demande, oui. Je sais. Il y a dans ce pays une cathédrale de textes, de papiers, qui ne sont jamais appliqués sur le terrain. Quand des gens tempêtent à la télévision en disant « c'est un assassinat » ou ceci, cela, les conséquences concrètes
de tout ça n'arrive jamais dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Mais parce que le maintien de l'ordre n'est pas assuré. Ça reste des propos théoriques, médiatiques, et ça n'arrive pas dans le concret des choses. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que le maintien de l'ordre soit assuré? Est-ce qu'il faut des moyens? Est-ce qu'il faut de la volonté? Non, c'est une décision politique et rien de plus. Vous savez, j'ai enseigné pendant 15 ans à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. En 2020, avant le Covid, là, j'ai assisté à une réunion. Les gendarmes savent faire ce genre de choses. Ils y sont prêts. Il faut des ordres. Ils ne les reçoivent pas. Et donc, ils doivent les recevoir de qui? Du ministère de l'Intérieur, des préfets? La France, plus ou moins, est une monarchie ratée, mais donc ça émane du président de la République. Le président de la République dit tout ça est terminé dans 6 mois et les choses peuvent à 70% être terminées dans 6 mois. 70%, mais il restera 30% quand même. Et c'est la loi des rendements décroissants, monsieur. Vous le savez aussi bien que moi, c'est la fin qui est la plus difficile. Mais quand on a résolu un problème, vous vous rendez compte ? La malheureuse gamine à Marseille qui prend une balle dans la tête parce qu'elle est chez elle. Ou le père de famille à Dijon. Ou le père de famille à Dijon. Et s'il y a 70% d'actes comme ça en moins en France, vous voyez le soulagement. Justement, vous répondez à une question. Juste deux dernières questions, Xavier Hofer. Je vous demande d'aller vite. J'en suis désolé, c'est passionnant de vous entendre. C'est pour ça que vous avez invité. Première question. Comment vous analysez l'attitude de la justice, en particulier l'attitude du procureur dans cette affaire? Le procureur, il n'est pas indépendant. Il a des consignes. Il est relié directement au cabinet, au ministère de la Justice. Et donc, il fait comme on lui dit, quoi. Le pauvre. Vous savez qu'en France, la magistrature... Quand il appelle au calme, par exemple, suite aux manifestations de ce week-end, c'est un ordre venu d'en haut, selon vous? Enfin, d'abord, c'est un réflexe de bon sens. Et puis, je ne le vois pas appeler au chaos, quoi. Donc, d'une part, il fait basiquement ce qu'il faut pour éviter que le pire arrive. Et à partir du moment où les gens ont le sentiment de ne pas être défendus, ou 9 fois sur 10, les policiers qui ont rédigé un procès-verbal et les gendarmes qui ont rédigé un procès-verbal n'ont pas fini de rédiger le procès-verbal et le gaillard qu'ils ont mis en cause et sorti dans la rue, etc. Comment voulez-vous qu'à la fin, les gens n'aient pas la tentation de se venger eux-mêmes? C'est grave, mais c'est un peu la voie qu'on prend. Dans un pays où le maintien de l'ordre est maintenu, il n'y a pas 23 petits extrémistes de droite qui viennent casser la figure à des gens dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Ou l'inverse.